L'objectif, en tout cas, du projet, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a trop de pratiques hétérogènes, avec des profils un peu partout qui ne sont pas très bien connectés. Est-ce qu'il y a la possibilité de créer une gouvernance qui soit claire? Je pense qu'on est tous convaincus que la data analyse, ça nécessite de bien comprendre l'univers métier sur lequel on travaille. Je ne peux pas faire une semaine de la supply, une semaine du marketing, une semaine un autre sujet. Et finalement, c'est la stack donc, qui était l'élément le plus rassembleur. C'est même pas le fait de dire, vous êtes tous au milieu de la BU data. C'est plutôt de se dire, en fait, on va tous vivre une épreuve en même temps autour de on doit changer de stack. Aujourd'hui, je reçois Anissé, qui est Staff Engineer Analytics chez Decathlon. Il va nous parler de la data chez Decathlon, de son parcours et surtout de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir la mise en place d'une nouvelle stratégie Analytics. Hello Anissé, ça va? Ouais, impeccable, très content d'être avec toi, Robin. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la data chez Decathlon pour commencer? On a un certain nombre de magasins partout dans le monde, on est présent sur tous les continents, et l'objectif de la data, en tout cas la BU data, c'est de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs aient accès à la donnée pour prendre de meilleures décisions ou améliorer nos produits ou le service. Decathlon, c'est quand même 110 000 collaborateurs. On a à peu près 140 millions de clients. Et si on parle un peu des utilisateurs de nos services, on est sur 400 millions d'utilisateurs. Donc, c'est pas mal de monde et pas mal d'enjeux à essayer d'adresser. Pour y arriver, Decathlon Technologies, c'est une entité particulière au sein du groupe Decathlon dont l'objectif est de créer cette plateforme technologique qui va servir l'ensemble des services que l'on voudrait adresser. Et on est à peu près de 3000 collaborateurs sur Decathlon Tech. Et au sein de Decathlon Tech, on va retrouver la BU Data. Et nous, on est 400 collaborateurs à œuvrer sur tous les aspects de la donnée, de la gouvernance à l'acculturation jusqu'à la création de la plateforme tech, mais aussi adresser les usages autour de la data analyse, de la BI ou de la data science. On couvre vraiment tout le spectre. Et ça, pour à la fois créer la plateforme tech, mais aussi répondre aux enjeux, servir les cas d'usage qui nous seraient adressés par les différents métiers. Et comment tu t'es retrouvé Staff Engineer Analytics chez Decathlon, toi? Ouais, alors, c'est vrai que staff, pas forcément un métier encore très connu. Hem, Notre métier, c'est, permettre que les collaborateurs, soient plus efficients tous les jours dans le travail qu'ils ont à réaliser. Donc nous, staff engineer, on est les ingénieurs pour faire en sorte que l'équipe staff travaille mieux. Donc on doit essayer de mettre en place tout ce qu'on peut imaginer comme outils, comme process pour qu'eux, aient une route qui soit bien tracée et qui, du coup, puissent faire leur travail, le mieux possible. Un universitaire au départ, très intéressé par tout ce qui est un peu plutôt théorique, avec un master en développement web, un master en IA, puis une thèse en IA à l'école des mines. J'ai beaucoup aimé creuser les aspects théoriques de certains sujets. Et à un moment donné, il y a le côté aussi pragmatique qui est revenu. Il dit, ben non, on essaye aussi des problèmes concrets qu'il faut essayer de résoudre. Donc j'ai bossé chez ADO, qui est l'enseigne mère de Leroy Merlin, où là-bas j'étais Chief Data Scientist dans leur data lab pour adresser alors une époque où c'était plutôt le début du big data, et donc on crée un lab pour essayer de trouver comment on peut valoriser ce data lake qu'on vient de mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux cas d'usage qu'on pourrait essayer de traiter? Donc en tant que chief data scientist, là-bas, mon objectif, c'était aider data analyst, data engineer à essayer de trouver comment on pourrait craquer des nouveaux sujets sur ce big data. À la suite de quoi, j'ai rejoint une startup, une scale-up lilloise, Sencrop, en tant que head of data, là pour construire une équipe from scratch, vraiment, autour de la donnée. Donc premier collaborateur data vraiment, qui va aller recruter data analyst, data scientist, data engineer, et cetera pour avoir cette équipe et aussi avoir une stack qui va avec, hein, donc pour faire de la data science et de la BI. Donc ça, c'est une superbe expérience de 3 années là-bas. On était 20 au départ quand je suis arrivé, je crois. J'étais numéro 22, je crois. Quand on est une startup, au début, on a chacun notre numéro. Et quand je suis parti, on était une centaine de collaborateurs. Donc, une phase très riche où on part à la page blanche et on doit tout construire. Ça a déjà raconté de nombreuses fois comment est-ce qu'on fait ça, et c'est extrêmement enrichissant quand on vit ce type d'expérience-là. Et puis, il y avait en fait, c'est mon stagiaire de chez ADO qui m'a dit: «Tiens, Anissé, on cherche quelqu'un pour adresser, pour moderniser, faire accélérer l'analytics chez Decathlon. Peut-être que ça pourrait t'intéresser». Donc en discutant avec Decathlon, il s'avérait que oui, il y avait un super challenge là-bas, dans une équipe, où il y a un gros enjeu d'accélération. On retrouve cet état d'esprit un peu scaling. Alors, Decathlon est un grand groupe, mais pour autant, les équipes data sont souvent encore petites et elles ont besoin de grossir vite
C'est un peu des fois ce qu'on retrouve aussi dans les startups. Donc comment on peut faire pour essayer d'accélérer sur un sujet comme l'analytics chez Decathlon à partir d'un ensemble de moyens qui sont mis à disposition. Justement, c'est le challenge que j'ai introduit au départ, hein, et dont on va parler en particulier aujourd'hui. La mise en place d'une nouvelle stratégie analytics, hein, comme tu dis, pour accélérer, pour moderniser. Tu peux nous en dire un peu plus autour du contexte de ce challenge? Donc on a la BU Data qui garante un peu de tous les grands principes de comment est-ce qu'on va faire de la data au sein du groupe. On va aussi avoir plein de petites équipes data dans tous les pays. Donc on a une sorte de fédération comme ça avec une BU centrale, data et plein de petites sous-équipes dans les pays. L'enjeu, hein, la mission, c'est de se dire comment on peut arriver à créer un système cohérent et efficient. On va pouvoir partager plus facilement entre data analystes pour être meilleur grâce à que je bénéficie de l'expérience du collègue à côté ou le fait d'avoir peut-être une stack commune pour que ce soit plus facile d'échanger. Quand on regarde un petit peu justement le début de l'histoire de l'analytique chez Decathlon, quand c'est un très grand groupe, ce qui se passe, c'est que chacun il choisit un petit peu ses propres outils. On avait potentiellement aussi bien des fois du Python, du R, du SAS. En termes de data viz, c'est pareil, on peut retrouver du Qlik, du Tableau. Ça avait énormément de solutions différentes. Donc l'objectif en tout cas du projet, c'est de se dire aujourd'hui, il y a trop de pratiques hétérogènes avec des profils un peu partout qui sont pas très bien connectés. Est-ce qu'il y a la possibilité de créer une gouvernance qui soit claire, forte et qui permette de répondre aux enjeux à la fois des très grosses équipes data, il peut y avoir, mais aussi aux plus petites. Si je prends le cas de Decathlon Singapour, ils sont pas très nombreux et ils sont 5-6 pour faire toute la data du pays. On va prendre des plus gros pays, Decathlon France, voilà, on parle aussi de plusieurs dizaines de collaborateurs qui sont là pour adresser le sujet. Donc comment on peut créer des outils et des pratiques qui vont être scalables, me permettre de traiter les usages de data, aussi bien pour des petites équipes ou des grandes équipes, d'avoir quelque chose de cohérent et efficace. Je comprends bien en termes de contexte, donc des équipes un petit peu éclatées déjà dans les différents pays, où chacun fait entre guillemets un peu ce qu'il veut en termes d'outils ou même en termes de définition de son poste. Et donc, en conclusion, voilà, peut-être une efficacité un peu moins grande collectivement ou au niveau du groupe pour délivrer des services de data analyse notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous y êtes pris, enfin comment toi tu t'y es pris hein, en tant que staff engineer ou vous en tant qu'équipe pour faire face à ce challenge? Ouais, donc moi je suis une brique de la stratégie Analytics qui a été déployée l'année passée chez Decathlon. Ça a commencé par un moratoire, alors ça fait un peu peur quand on dit ça. Voilà, au niveau de la data, on s'est dit, bon en fait ça va pas, c'est un peu trop le bordel là, et on va rationaliser, on va essayer de mieux maîtriser ce que l'on fait. Donc moratoire, c'est vous arrêtez de recruter des data analystes. Pour l'instant, dans les pays, dans les métiers, on stoppe tout ça. On va faire un état des lieux et on va voir comment est-ce qu'on peut rendre tout ça plus efficient. Donc, première étape. Une fois que ce moratoire était terminé, là, rapidement, les propositions étaient de se dire on va créer une organisation vraiment fédératrice avec un mandat fort pour définir c'est quoi l'analytics, comment on va faire de l'analytics. Donc, pour incarner ce mandat, c'est un directeur analytics, Grégory Van Ensberg, et du coup son bras droit technique, moi-même, Anis Sebar, comme staff engineer, pour créer cette vision d'outillage et lui créer cette vision d'organisation. Donc ça, c'est vraiment super important d'avoir chez nous, en tout cas ces deux briques, quelqu'un qui réfléchit plus à l'organisation, le management, la gestion aussi un peu de la politique qu'on peut trouver des fois dans les grands groupes, et quelqu'un d'autre à côté qui se concentre uniquement sur la tech pure et dure. Ensuite, on avait à peu près fait l'inventaire de data analyst, on en a trouvé, c'est rigolo de dire ça, mais on en a retrouvé environ une quarantaine. Et une fois qu'on les a retrouvés, on a réfléchi à comment on va essayer de les manager. On a fait le choix, nous, de la centralisation. Et donc, chaque collaborateur data analyst qui travaillait aujourd'hui pour un métier, le marketing, la supply, les produits digitaux, on l'a rattaché à un manager qui dépend, lui, de la BU Data et un manager important aussi pour nous, qui connaissent le métier de data analyst. Donc faire des managers par la compétence, c'est le vocabulaire qu'on utilise. Donc on se retrouve avec 3 niveaux, directeur et staff. Ensuite, en dessous, on va avoir des managers analytics, data analyse, et ensuite tous les collaborateurs data analyst. Je pense qu'on est tous convaincus que la data analyse, ça nécessite de bien comprendre l'univers métier sur lequel on travaille. Je ne peux pas faire une semaine de la supply, une semaine du marketing, une semaine un autre sujet. C'est important que le data analyst, ils comprennent l'univers, qu'ils gagnent la confiance aussi du métier, comme ça ils peuvent se challenger et aller toujours plus loin dans les insights qu'ils vont aller rechercher.
Donc, malgré cette centralisation forte, hein, on dit que tous les data analysts sont rattachés à la BU Data, on va quand même créer des grands domaines analytics. Et donc, on va parler d'un domaine pour la supply chain. Et dedans, j'ai que des data analysts supply chain. Et le manager est un manager également supply chain. On va faire la même chose sur les 4 grands domaines qu'on avait dessinés au début. Quand on a mis en place l'organisation, donc ça c'est le premier élément, il reste après l'étape du mais concrètement, comment on change nos façons de faire. C'est là où on va arriver plus dans la conduite du changement. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des collaborateurs qui adoraient le R à passer à du Python? Comment on convainc des collaborateurs qui adoraient peut-être QuickSight de passer sur une nouvelle technologie, Tableau? Donc là, c'est tout le travail du staff de vulgariser, d'expliquer pourquoi est-ce que nos pratiques actuelles ne nous permettent pas de capitaliser. Pourquoi est-ce que ce que vous faites, finalement, c'est très bien, ça répond à la question du métier. Le métier, il est content. Le métier est content, mais en vrai, pour la communauté au global, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a souvent cette difficulté où le data analyst, il sert et donc il est content de servir. Et du coup, vu que le métier est content lui-même, il pense qu'il fait une belle mission, on doit dire non, en fait, c'est pas si bien que ça. En tout cas, on pourrait faire mieux. Tu verras, ça apportera plus de valeur pour le métier. Et toi aussi, tu pourras découvrir des nouveaux insights peut-être plus avancés. Ce qu'on a rapidement expliqué aux data analysts aussi, c'est que leur métier, il doit évoluer. On a souvent dit un data analyst, il fait de la stat descriptive, il constate ce qui s'est passé et après, c'est au métier d'essayer de réfléchir à comment il peut faire changer les choses. On parle de plus en plus d'advanced analytics, le data analyst qui en fait utilise des outils qu'on catégorise dans la partie data science. Chez nous, un data analyst, il ne doit pas faire que du descriptif. On est convaincu qu'il doit aller plus loin. Il doit aller sur de la prévision. Ok, descriptif, je vois qu'il se passe ça sur ton périmètre. Par contre, si je continue un peu les courbes, demain, il pourrait se passer ça, l'année prochaine, il pourrait se produire ça. Donc ça, c'est cette partie prévision, mais aussi de plus en plus aussi du prescriptif. Finalement, ok, c'est bien, tu sais prolonger le scénario actuel si on ne change rien à notre système, mais par exemple, si moi j'ai fait une modification au système, au lieu de faire ça, j'ai fait une modification maintenant, la courbe va plutôt plus haut ou plus bas, et peut-être que du coup, l'idée, c'est de te proposer de faire cette action A ou cette action B qui permettra d'influencer la courbe. Donc, pour arriver aussi à ce niveau d'exigence par rapport aux collaborateurs, il va falloir mettre en place des outils, peut-être former, faire venir des formateurs, avoir des sessions de coach, ou recruter aussi différemment. Et un de nos enjeux, c'était aussi de recruter de plus en plus de seniors. Dans les derniers recrutements, on peut parler d'un data analyst spécialisé en computer vision, puisque finalement, cet insight ad hoc, one shot, il se peut qu'il nécessite des compétences en computer vision ou en analyse du langage. Voilà, chez nous, on va trouver une stack, des pratiques, des outils dont l'objectif est vraiment de servir cette analytics avancée. Et pour y aller rapidement, c'est vrai qu'il y a eu la nécessité à un moment donné de se dire il faut moins d'outils et il faudrait choisir des outils adaptés pour ça. Ok, je comprends parce que justement, j'allais rebondir sur ce point et je trouvais ça intéressant de bien comprendre en fait quel était vraiment le point de douleur de départ qui vous a fait se dire, parce que tu l'as résumé tout à l'heure un peu en c'est un peu le bordel, tu vois? Et genre, mais concrètement, si tu me disais que le métier était content de l'impact de ce que fournissaient les data analysts, que les data analysts, eux, étaient finalement contents, se sentaient pas trop livrés à eux-mêmes, parce que ça aurait pu aussi venir d'eux, de dire: «Mais en fait, on n'a pas de carrière plan, on sait pas où on va, vous n'êtes pas en capacité de me dire, où je serai dans 2 ans», ça aurait le point de douleur aurait pu venir d'eux aussi. Toi, là, ce que tu dis, c'est vraiment plus un axe stratégique de se dire: «OK, aujourd'hui, on fait de la data analyse qui ressemble à ça», donc voilà, qui est donner, la photo d'une situation à un instant T sur, le business, on va dire, qui est un peu la base. On aimerait l'emmener à quelque chose d'un peu plus poussé, techniquement et avec, l'écosystème en place tel qu'il est on va pas y arriver. Il faut qu'on rationalise sur les outils, qu'on rationalise aussi sur la communauté pour que tout le monde se tire vers le haut, enfin, il y a plein d'autres éléments que tu as partagés. On avait à la fois un métier qui était peut-être pas très mature sur la data, on avait aussi beaucoup de juniors dans nos équipes. Donc ça, c'est souvent je pense le combo qui fait que on est content de ce qu'on fait. En vrai, c'est encore trop gentil. En tout cas, il faudra aller beaucoup plus loin dans l'approche. Donc ils étaient satisfaits, mais nous, on était convaincus Big Data qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand à aller créer. Ça n'était que possible en tapant un petit peu du poing sur la table pour dire maintenant on recentralise et on va voir ce qu'on peut faire pour aller plus loin et vous amener plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Quelles ont été les plus grandes difficultés, selon toi, dans le cadre de ce challenge et de ce chantier? Personnellement,
mon point de vue sur ce que moi j'ai vécu, je peux en parler un petit peu. C'est jamais évident, quand on est une sorte d'architecte qui arrive dans une grosse boîte, parce qu'on a toujours un peu peur de se dire, pour prouver, je vais faire une nouvelle archi, puis je vais mettre en place une nouvelle archi qui va être géniale et qui va changer la donne. Donc, c'est à dire de se dire, «Je veux avoir de l'impact». Et souvent on se dit, «Mais il y a plein de legacy, on va proposer une nouvelle architecture, qui va permettre de retirer tous les pain points de tous les collaborateurs». Mais sauf qu'en vrai, on peut pas tout changer non plus du jour au lendemain, puisque, il y a le business as usual qu'il faut adresser. Le DA, je peux pas lui dire du jour au lendemain: «Bah, ça y est, tu oublies, tes technos actuels, tu passes à une nouvelle stack», alors qu'en vrai, il doit livrer une analyse pour la semaine prochaine, pour 2 semaines, pour un mois, enfin, il a sa backlog qui est déjà bien remplie. Donc, moi, j'avais ce souhait, de dire: «Il y a vraiment des pratiques qui vont pas. C'est pas normal que, je perde, peut-être presque une journée par semaine à attendre que mes requêtes, elles tournent et qu'elles me rendent quelque chose», ce qui était un des constats que j'avais fait, quand je suis arrivé. Il faut trouver quelque chose qui aille plus vite. Mais ce qui est terrible, c'est que certains s'y étaient faits. Ils s'étaient habitués au fait que ça prend du temps à tourner. Et donc, ils avaient l'habitude, ils étaient contents, comme je le disais juste avant, hein, ils étaient contents, ils trouvaient que ça marchait quand même, alors mais en tout cas, ils s'étaient habitués à ça. Et donc, comment on arrive à leur faire prendre conscience que vraiment il y a une autre route qui est possible? Elle va peut-être un petit peu douloureuse quand même, enfin, en tout cas, il va falloir se remettre en question, il va falloir, découvrir des nouveaux outils, peut-être passer, sur du Spark, du PySpark, enfin, des technos qui faisaient peur peut-être à ce moment-là, pour eux. Et donc, pour autant, en même temps qu'ils doivent se former, qu'ils doivent découvrir tout un nouvel environnement, continuer de délivrer. Je pense que c'est ça, c'était le plus difficile, c'est eux, ils devaient à la fois s'approprier des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, mais aussi continuer de délivrer, tous les jours ce qu'ils devaient livrer avec la pression. Ils me dit que: «Ben non, moi j'ai besoin de cet insight là pour la semaine prochaine». Si on parle de stack, 2 secondes, peut-être, je suppose que c'est effectivement un axe que vous avez, comme tu viens de me dire, embarqué. Est-ce que peut-être tu peux nous le faire, alors sans rentrer, trop dans la technique, parce que c'est pas forcément, l'objet de cet épisode, mais, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le schéma, dans les grandes lignes de la stack que vous avez mis en place et peut-être, Quand tu veux créer, je pense, un effet de groupe, il faut à un moment donné rassembler les gens autour de quelque chose, et je pense que ce qui a été la réussite du coup de cette vraiment transformation totale, hein, de la capacité à délivrer des insights, on en parlera peut-être après un peu de use case qui a pu être adressé, mais en tout cas, il y avait une vraie, capacité à délivrer plus vite qui s'est avérée. Ce qui est important finalement, une fois que tu as identifié quel peut être, l'élément rassembleur, tu travailles dessus et ça va créer cette envie de travailler ensemble et de collaborer, et finalement, c'est la stack donc qui était l'élément le plus rassembleur. C'est même pas le fait de dire, vous êtes tous au milieu de la bulle data, c'est plutôt de se dire: «En fait, on va tous vivre une épreuve en même temps autour de on doit changer de stack. On va avoir des nouveaux outils, mais on a également, quelqu'un qui nous aide, qui est là, qui peut nous éclairer, hein, qui a» parce que le star, c'est ça aussi, c'est un quelqu'un qui a du leadership technique et qui va emmener, qui va les convaincre et qui va aller expliquer justement pourquoi on y va, comment on y va, qui va s'asseoir à côté du collaborateur pour dire: «Bah, voilà, là tu étais bloqué là-dessus, on peut faire comme ça». Donc, la stack était vraiment, quelque chose d'hyper important pour fédérer et rassurer à la fois sur, en gros, on vit tous la même chose, on en chie tous un peu, mais on va progresser, on va s'en sortir. La stack, elle est plutôt, je pense aujourd'hui, au niveau de l'état de l'art, en tout cas, je la trouve très attrayante. Je suis peut-être pas objectif, hein, mais on parle de Databricks, chez nous, qui est branché sur la donnée, sur AWS S3, donc un lakehouse où on peut aller interroger, la donnée du lake, mais en mode, SQL, ou si on veut passer en Python, on veut passer en Python. Donc on a un accès très facile à la donnée avec, donc Databricks dans son fonctionnement. On peut avoir des clusters par équipe, donc du compute qui va être isolé, et des fois, ne pas avoir ce sentiment de, quand j'ai juste une grosse base de données, qui est, partagée, très un monolithe avec, toutes les équipes, du groupe, ma requête elle est mise en attente parce qu'il y a une requête plus importante qui est exécutée, et cetera. Donc là, on retrouve d'un coup, une capacité, à scaler, dans les 2 axes, hein, verticalement, horizontalement, sur, à la fois, les requêtes que j'ai envie de réaliser. Donc ça, c'est plutôt pour la partie data prep, Databricks. Après, on va trouver sur la partie, restitution, du tableau. Donc, depuis peu, on a fait le choix, de signer, un beau contrat avec Tableau, où finalement, les 110 000 collaborateurs, Decathlon ont accès à une licence viewer, Tableau, ce qui est une chance pour nous. Enfin, je pense que c'est un peu le rêve pour beaucoup de data analystes, ou même BI engineers, cest à dire, je rentre dans une entreprise, finalement l'outil de vise, j'ai ma boîte email et j'ai avec aussi, mon accès, viewer Tableau. Ça nous change la vie, d'un point de vue, contributeur data, c'est hyper agréable de se dire: «Ben, voilà, Tableau est un super outil».
On peut le déployer n'importe où, aussi bien dans un magasin pour un collaborateur que dans n'importe quelle équipe. D'autres éléments qui sont moins dits, mais qui sont super importants, c'est Git. Git pour arriver à collecter, en particulier avec GitHub, à centraliser toutes les analyses qui ont été faites et avoir du coup un annuaire de quelles sont l'ensemble des analyses réalisées dans l'ensemble du groupe. Donc ça nécessite un peu de gouvernance, hein. Finalement, chaque analyse, elle doit suivre un certain template. Ça c'est ce que j'ai créé pour arriver à définir qu'est-ce que c'est une data analyse et qu'est-ce qu'on va publier dans Git une fois qu'on a une analyse. Donc on parle de, ah oui, tu as tes notebooks peut-être, tu as une description de ton analyse. En particulier, on utilise un fichier de configuration YAML qui vient dedans. Je mets c'est quoi le titre de l'analyse, une petite description, quelques tags, l'auteur, le lien vers le dashboard, etc. Tous ces fichiers YAML, quand on les reconsolide, ça nous permet de créer une base de connaissances qui fait que une analyse faite en Chine, en Inde, au Brésil ou en France, on peut les retrouver quelque part dans un. Tout ça est collecté et n'importe qui peut savoir, tiens, est-ce que quelqu'un a déjà travaillé sur tel sujet? Tu peux nous parler d'un ou deux cas d'usage analytics? Le premier, c'est comment on peut exploiter les possibilités visuelles d'un outil comme Tableau Software, et qui est quand même, on peut aller assez loin dans l'UX, l'UI qu'on veut créer. Et on avait un data analyst avait un sujet autour de comment on peut représenter les interactions de complémentarité d'achat dans un magasin physique. Puisque les produits se trouvent dans des rayons qui sont physiquement à une certaine distance, mais on voit que sur le ticket de caisse, c'est peut-être des produits qui sont physiquement éloignés, qui sont achetés ensemble. Donc comment est-ce qu'on peut représenter ça de manière visuelle et graphique en agrégeant, ça peut être à l'article ou au niveau du rayon, du seuil, enfin il y a plein de façons, il y a toute une nomenclature produit. Comment est-ce qu'on peut jouer avec ça pour essayer de créer une proposition d'analyse visuelle de l'éloignement entre les produits étaient proches physiquement, mais ils sont achetés ensemble. Et donc ça, c'était une nouvelle possibilité qui était faite avec à la fois en data pré-calculatorique, tu peux calculer comme ça toutes tes notions de distance, de similarité d'achat, comportement de règles et d'associations qui sont faites, et après passer sur Tableau pour visualiser ça. Ça, c'était vraiment un super use case qui a été réalisé par Annodea. Un deuxième sujet autour de la supply chain. C'est vrai que Decathlon, souvent, on voit cette partie, il y a des magasins avec tous les produits de la marque Decathlon qu'on connaît très bien et qu'on adore tous, hein. Par contre, en fait, vu que l'on produit, qu'on a nos propres références, il n'y a que Decathlon qui les vend, on est obligé de gérer aussi tout l'approvisionnement, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les vendre. Donc c'est nous-mêmes qui devons dire, tel article, telle paire de chaussettes ou tel sac à dos ou telle raquette, etc., je vais en produire X millions, milliards de quantités, et puis après, je vais les acheminer des usines jusqu'à des entrepôts régionaux qui sont gérés par Decathlon. On ira ensuite sur entrepôts continentaux, régionaux, et après, les magasins. Donc tout ça, cette flotte de bateaux, d'avions et de trains, c'est à nous de l'organiser pour faire en sorte que les produits arrivent dans les magasins à un bon moment par rapport aux tendances de saison, etc. Donc c'est ça. Parce que c'est une vraie compétence, hein. Finalement, Decathlon est aussi un logisticien d'envergure mondiale qui doit gérer tout son approvisionnement des usines jusqu'à ces magasins. Avec la Covid, une des difficultés, ce qui s'est produit, c'est que le comportement d'achat, il a quand même pas mal évolué, et du coup, la gestion du stock était aussi un petit peu complexifiée. On peut avoir tendance à un petit peu surstocker, soit pour aussi des fois, au niveau des grands magasins, ils vont anticiper peut-être une éventuelle rupture parce que, il y a des chaînes aussi qui viennent de couper, donc j'en mets un peu plus, je passe plus de commandes. Soit aussi que la demande elle a pu baisser. Enfin, en tout cas, c'est nos modèles de prévision ont vachement souffert de ce changement de comportement d'achat de ces dernières années, qui devient beaucoup plus difficile à prédire. Donc on a besoin d'être beaucoup plus sur du réactif, analyser au plus proche presque du temps réel, pour comprendre comment peut-être certains articles auraient tendance à s'accumuler à certains niveaux de la chaîne logistique, pour mieux maîtriser ce qu'on appelle la durée de vie du stock. Donc c'est combien de temps le stock reste à un moment donné sans bouger à un endroit. Alors avec la techno Databricks, la partie Spark, et du coup la possibilité d'avoir des clusters qu'on peut sizer comme on veut en taille et à la fois en taille mémoire et en taille de calcul, on peut adresser des problématiques comme cette analyse du stock au niveau monde, puisque la difficulté de la logistique, c'est toujours que si on l'approche que localement, si ça se trouve, on optimise un entrepôt, mais on a fait un peu le bordel à côté, parce qu'on a déporté toute la problématique du surstock ailleurs. Donc c'est toujours une approche qu'on doit penser globale. Donc dès qu'un data analyst il veut penser, ok, je vais travailler sur l'analyse logistique, il doit prendre toute la volumétrie.
Sauf que chez nous, on parle de 100 000 références, 80 entrepôts, ça va encore, hein. Donc on arrive à 8 millions, on dit OK, 8 millions de lignes ici, là. Après, on passe à 1600 magasins, donc on fait fois 1600. Et ça, sauf que ça, le stock, il bouge mais à peu près toutes les semaines parce que les commandants d'achat vont faire qu'il y a un peu d'entrée, un peu de sortie. Donc c'est un dataset pour nous qui est assez volumineux, en sachant qu'on veut jouer tout le temps entre, je vais essayer de comprendre, est-ce que le problème c'est l'article? Est-ce que le problème c'est finalement parce que nous, un article, c'est une paire de chaussettes d'une couleur, d'une taille. Donc après, on va avoir un super modèle qui est en gros juste cette chaussette grise, peu importe la taille. Est-ce que c'est plutôt la chaussette qu'on surstocke global ou est-ce que c'est juste une version, une variante de cette chose qui pose souci? Donc on doit pouvoir aller explorer finalement toute la problématique à différents niveaux d'agrégation. Est-ce que c'est au niveau global de l'entrepôt que ça pose souci? Est-ce que c'est juste sur un magasin, etc. Donc on arrive ici à la fois agréger de manière assez fine dans Databricks toute la volumétrie stock sur plusieurs années. Et on peut, à la fin, donner dans Tableau la possibilité de calculer à la volée des agrégations sur directement ces tables qui sont pas trop agrégées. Et ça, c'est une vraie force, cette capacité à, via Tableau et connecté à Databricks ici en direct, pouvoir zoomer sur, tiens, je veux voir au niveau entrepôt, je veux me déplacer sur un magasin, et ça recalcule tout de suite, et la performance de Tableau Databricks marche très très bien, mais avec un très grand nombre de références, une nomenclature produit assez complexe, et ça, c'est une réducteur de pouvoir ramener ces insights-là qu'on ne savait pas faire avant et que là, maintenant, on arrive à faire grâce au combo des deux Databricks Tableau. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Analytics de Decathlon? Ce qu'on voit, c'est que dans la maturité de la taille d'entreprise, on parle, OK, souvent, je fais d'abord des dashboards. Après, je fais de l'analytics un peu plus avancé. Et après, je fais de l'IA. Enfin, en tout cas, on ne peut pas aller trop vite vers l'IA ou trop vite vers l'analytics avancé. Là, on s'est rendu compte qu'on a quand même un enjeu d'accélérer aussi sur la BI, d'avoir des data mart orientés métiers qui soient propres et bien gouvernés. Donc, c'est la mise en place d'analytics engineers, qui sont des nouveaux profils dont on entend parler et qu'on a commencé à recruter chez Decathlon. Souvent, avec un engineer, on met DBT, qui est une techno également qu'on est en train de déployer et de faire émerger. Mais ça reste que l'objectif court terme pour 2023, 2024. Mais rapidement, on doit avancer vers le self-analytics. Comment, à partir de toutes ces contributions individuelles, BI engineer, data analyst, analytics engineer, on permet au métier d'être toujours plus autonome et pour aller chercher l'insight par lui-même. On voit les technologies émergentes assez puissantes, des IA génératives qui nous permettent de générer du contenu dans un langage naturel ou très proche de ce que l'humain peut comprendre. Donc comment ces technologies-là peuvent être utilisées par-dessus tout ce qu'on aurait capitalisé en termes de façon de faire, de construire des data marts, façon de faire un certain nombre de problématiques. En gros, il y a quelques datasets qui sont fondamentaux et qui couvrent une grande majorité des usages. Une fois qu'on a les ventes, tout ce qui est tracking web, qu'on a la base client, on peut faire énormément de choses. Après, on le stock pour la partie supply, donc 4-5 datasets, on répond à énormément de problématiques. Donc comment on peut gouverner ça, les mettre dans des espaces self-analytics propres et scalables, et former ensuite chaque collaborateur pour arriver à tirer peut-être un certain nombre d'insights pertinents. S'ils peuvent le faire par eux-mêmes, c'est tant mieux. Écoute, Anissé, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Donc il y a le livre de « Quand le monde s'est fait nombre » d'Olivier Rey qui explique depuis le Moyen-Âge et même avant, pourquoi est-ce qu'on a essayé de quantifier, pourquoi est-ce qu'on a essayé des chiffres, de la statistique. On faisait plutôt ça comme ça avant, après on parlait de data analysis, etc. Mais c'est cette partie statistique qui nous intéressait. Donc c'est juste un livre que j'aime bien recommander pour prendre un peu de hauteur sur notre volonté, nous humains, de vouloir tout le temps rationaliser, tout quantifier, tout mettre dans des cases là-dessus. Et jusqu'où ça souhaite nous mener. Est-ce qu'il y a une dérive ou pas une dérive? En tout cas, je trouve surtout bien de le relire Olivier Rey là-dessus, c'est un super bouquin. Et après, dans le monde du travail, il y en a un que j'aime particulièrement, qui m'a été recommandé, plutôt qui m'a été offert. On n'a pas trop le choix là, dans la startup par nos patrons qui avaient dit pour le C-Level, OK, vous allez lire ce bouquin-là à Noël, Blitzscaling de Reid Hoffman, qui explique dans leur livre que finalement, pour essayer de croître vite et fort, à un moment donné, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, il faut laisser un peu de chaos, il faut laisser place aux possibilités qui pourraient émerger. Et donc, comment on maîtrise malgré tout ce chaos qu'on est en train de créer, parce qu'on va très vite, on avance vite, on maîtrise pas tout. Mais au final, le monde est trop incertain, des nouvelles technologies peuvent émerger à tout moment. On l'a vu un petit peu en ChatGPT. Et comment
Du coup, on se laisse ouvert à ces possibilités qui sont créées par beaucoup d'incertains et qu'il ne faut pas trop verrouiller tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Je suis particulièrement attaché à la notion de service que l'on essaie de créer. Donc, la data seule, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, c'est, les usages, en fait. À chaque fois qu'on fait de la data, on va, travailler une problématique, autour, d'un enjeu, métier ou même dans la vie de tous les jours potentiellement en tant qu'individu, on peut s'intéresser à collecter la donnée publique et essayer d'analyser ça pour mieux comprendre comment notre société fonctionne. En tout cas, c'est toujours l'usage final et ce que ça peut permettre de faire ou de changer dans notre société ou dans l'entreprise, qui m'intéresse. Alors surtout avec mon background en à la fois software engineer et aussi IA, j'aime bien mélanger les 2. Se dire, finalement, la data, c'est qu'un bout de la solution finale. Il faut aussi, en plus savoir l'intégrer dans une démarche d'implémentation. L'implémentation, alors, elle peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, moi, j'aime bien que ça serve au final et que ça vienne apporter, des réponses, concrètes, à des vrais problèmes. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Alors, j'ai fait longtemps l'école, c'est vrai. Forcément, en faisant une thèse, à un moment donné, ça traîne un peu, donc j'ai adoré toute cette partie, très théorique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, d'abord, appréhender les concepts de manière théorique, puis mettre après plutôt, l'empirique derrière et essayer de pratiquer, mais j'aime bien d'abord, comprendre les choses de manière, assez profonde et poussée. Et ces dernières années, finalement, ce qui me fait le plus progresser, c'est soit les collaborateurs que j'ai managés, donc c'est avoir des gens autour qui, eux, souhaitent grandir, souhaitent progresser, donc ils grandissent, ils découvrent, ils testent des choses. Puis à un moment donné, en fait, même si on est plus expert qu'eux, ils apportent quand même des nouvelles possibilités, des nouvelles ouvertures, parce qu'on peut pas tout voir, enfin, c'est pas possible. Donc finalement, aujourd'hui, ce qui me fait le plus progresser, c'est la communauté avec laquelle je travaille, qui s'en rendent peut-être pas compte, mais en fait, ils me donnent des insights, ça, en quelque sorte: «Bah, tiens, j'ai essayé de faire ça, ah, c'est cool. Ah, moi, j'ai fait ce truc-là, ça peut être bien». Et donc c'est cette partie-là, Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? bah, il y en a un que j'aime beaucoup, hein, qui vient de mon frère, mon grand frère, qui me dit, finalement, «C'est vrai que tout seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin». Peut être des fois tenter, de tout faire seul, sans trouver créer un groupe, une énergie, à plusieurs, on va vraiment plus loin et ça, j'aime beaucoup cette idée du travailler ensemble. Il y a pas besoin de chercher une compétition ou quoi que ce soit, c'est plutôt le travailler ensemble qui fait que au final, on est content du chemin parcouru parce qu'on l'a fait aussi ensemble et c'est pas seul. Donc moi, je crois beaucoup au collectif. Bah écoute, Anissé, on arrive sur la fin. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager l'expérience Analytics, Decathlon, c'est ton parcours sur le podcast. Et je te dis à très vite. Merci Robin.